Salut à tous. Bon, je vous invite avec moi sur ma première pêche de l'année 2020. Je suis sur les berges de l'Hébro et enfin proche de la jonction entre l'Èbre et le Sègre. Et c'est une pêche assez difficile. C'est ma première pêche 2020, ma longue session 2020. Et pour l'instant, j'ai pas capturé un seul poisson. Ça fait 7 jours que je suis là. C'est un peu compliqué. Donc, vu que je suis pas très occupé par les captures de notre poisson favori, je vais pouvoir quand même prendre du temps et j'ai décidé de choisir ce lieu en fait pour parler en fait de toute ma saison 2019, ce qui s'est passé, quelles ont été mes réussites, quels ont été mes échecs. Et je vais parler de tout ça en fait de façon chronologique, en commençant par le mois de janvier 2019 et avancer chronologiquement dans la saison et rapporter un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Alors à travers des questions, je vais pouvoir répondre à chaque saison et à chaque session que j'ai faite et essayer d'approfondir sur quelles ont été mes méthodologies de pêche, quels ont été les points forts de cette année, les points négatifs, et faire un petit bilan en fait, un petit bilan 2019 que j'ai décidé de partager sur cette chaîne, sur cette vidéo, et j'espère que ce sera un moment agréable avec vous. En tout cas, voilà, c'est le petit moment confidence. On va essayer de faire le point sur toute une année complète et en tirer peut-être des conclusions qui me permettront de mieux aborder cette année 2020. Bon, ce qui est de mon début de saison 2019, il faut, avant de parler de ça, il faut vraiment que je revienne sur 2018 pour comprendre quels ont été mes débuts en 2019. Alors je finis 2018, je commence en septembre un gros ALT sur une rivière de ma région, en plein centre-ville, sous un pont. J'amorce ce secteur-là depuis de septembre jusqu'à décembre et je le pêche régulièrement, quasiment tous les week-ends. Je prends mon embarcation au niveau de pontons qui sont faits pour les avérants et je pars tous les week-ends en fait m'installer sous mon pont et profiter de mon ALT. Et toute la semaine par contre je l'amorce depuis ce pont et j'ai de bons résultats en fait. Ça veut dire je m'arrête en plein centre-ville, je me cale sur le pont tous les soirs, tous les 2 soirs à peu près en semaine et j'amorce, je passe pour un extraterrestre devant les gens qui savent pas ce que je suis en train de jeter dans l'eau. Et le week-end, à chaque fois que j'y vais, ça produit du poisson. D'ailleurs il y a une vidéo qui parle de toute cette session, c'est l'épisode 3 de ma série In the Game sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez vivre avec moi tout ce que cette session a produit en fait. Enfin, toutes ces sessions ont produit sous ce lieu. Et donc je pêchais là, et je pensais sincèrement continuer tout l'hiver sur ce secteur-là. C'est pour ça que je suis obligé de parler de cette session-là pour introduire 2019. Je pensais vraiment insister, et ça s'est pas produit ainsi parce qu'entre temps il y a eu une cassure. Mon ALT n'a pas pu être maintenu parce que je suis parti pendant une semaine pêcher sur un lac où on avait été invité avec mon ami Khaled Chaoui. On allait sur le lac Ait Messaoud. C'est une nouvelle destination. C'est pas un nouveau lac, mais c'est une nouvelle destination ouverte aux pêcheurs au Maroc. C'est le lac Ait Messaoud. C'est un lac de barrage assez intéressant hein, qui est en train de se faire un petit peu connaître dans le milieu de la carpe. Et donc on a été invité là-bas. On a réalisé aussi une vidéo. Vous pouvez regarder ça sur ma chaîne YouTube, c'est l'épisode suivant, c'est l'épisode 4 de la série In the Game. Et on a vécu franchement une belle aventure. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait mon ALT que j'avais placé sur cette rivière, dans cette zone-là, n'a pas pu être maintenu. Et donc malheureusement, je n'ai pas réussi à mon retour à remettre le cheptel, à refixer le cheptel sur mon ALT. J'ai fait quelques poissons, mais rien d'extraordinaire et rapidement la pêche s'est éteinte. En tout cas, mon ALT ne fonctionnait plus. J'aurais peut-être dû insister quelques semaines de plus, voir si j'arrivais à avoir un retour du cheptel. Mais j'ai perdu un peu la motivation. Et puis j'avais peur avec les saisons de pluie, parce que je pêchais sur une pile de pont qui était accessible uniquement en bateau ou à la nage. Donc si vraiment j'avais une montée des eaux assez importante, on peut se retrouver facilement piégé. Donc j'ai pas voulu insister. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti pêcher sur les gravières. Les gravières qui entourent un petit peu ma région. Pas beaucoup de gravières différentes, je crois que j'ai dû en faire une ou deux qui ne soient pas les mêmes. Et en fait, je me dirige en général vers ces gravières parce que c'est la saison froide, les eaux se refroidissent, les poissons deviennent de moins en moins gourmands, et donc du coup, forcément, j'ai toujours un petit peu cette appréhension
parce que les années précédentes, je me suis souvent cassé les dents sur les grosses destinations. Ce que j'appelle grosses destinations, c'est les grands lacs notamment, où je me suis pas mal cassé les dents les années précédentes en voulant les pêcher l'hiver, parce que c'est plus calme, il y a moins de navigation et tout ça. Ça n'a jamais produit, en tout cas pour moi, ça n'a pas produit le résultat escompté. Donc du coup, l'année dernière, j'ai décidé, en début 2019, j'ai décidé de ne pas trop prendre de risques et de rester en local sur les gravières qui m'entourent. Et franchement, je me suis touché pendant un mois. J'ai pas compris, j'ai pas réussi à capturer de poissons. Alors je préparais rien, j'amorçais rien. Je pêchais au spot, j'essayais de faire des trucs bien ciblés. Mais pendant tout le mois de janvier et le mois de février, j'ai pas vu un seul poisson. Je pêchais que le week-end, je pêchais pas en semaine, j'avais pas trop le temps. Je pêchais quasiment tous les week-ends. J'ai pas fait de grosses sessions d'une semaine, mais tous les week-ends j'étais au bord de l'eau. Et ouais, je me suis touché, ouais, ça n'a pas marché, je me suis cassé les dents dès le début de saison. Et c'est vrai que ça fait du mal quand ça arrive dès le début comme ça, parce que on sait que vers l'arrivée du printemps, on va vouloir bouger, on va vouloir se diriger vers des eaux qui sont bien plus difficiles que ces gravières le sont habituellement. Et là, c'est vrai que ce cassage de dents, il m'a perturbé. Je me suis dit, oulala, ce début de saison, il est difficile. Et il ne me mettait pas en confiance en fait. Donc voilà, après ce passage un peu difficile, j'ai continué à squatter ces petites gravières jusqu'à la mi-février. Et puis dans cette période-là, on décide avec mon ami Khalid, on décide de s'organiser une semaine sur le lac du Salagou. On part du principe que c'est l'hiver, que c'est un lac qui est avec un climat méditerranéen, et donc forcément on touchera peut-être des eaux plus clémentes en termes de température, et même ça sera certainement plus confortable et plus appréciable en termes de météo, quoi. Et hormis le vent, sur le lac du Salagou, quand il y a des journées ensoleillées, c'est quand même agréable, même en plein hiver, quoi. Donc voilà, le tout début, ça a été compliqué, puis on a attaqué de suite sur on va dire, une grosse destination. Alors cette session-là, elle est très particulière en fait. Parce qu'à la base, j'avais prévu d'aller sur cette session avec Khalid. On devait arriver le même jour, on devait prévoir, on avait prévu de réaliser un film pour cette session justement, sans savoir si on allait faire du poisson ou pas. Mais on avait prévu de réaliser un film sur cette session. Donc on avait un peu scénarisé le début et ce qui devait se passer dans le film. C'est-à-dire on savait que s'il n'y avait pas de poisson, on devait bouger, et on avait prévu toutes les hypothèses. Comment on allait chercher le nouveau poste, comment on allait tout faire. Mais bien sûr, on avait aussi prévu comment on arrivait sur le secteur. On devait arriver ensemble, on devait enchaîner un tas de trucs pour vraiment donner une cohérence à ce film et pouvoir être deux pour se filmer mutuellement. Donc ça s'est pas passé comme ça parce que Khalid, il a eu des impératifs. On est tous les deux chefs d'entreprise dans le bâtiment, et lui, il est tombé à un moment où il a eu du retard sur ses chantiers et il n'a pas pu se libérer. Donc du coup, il m'a rejoint que le lundi, alors que moi j'arrivais le vendredi. Et entre-temps, en parlant de cette situation à mon ami Christophe Saint-Jean, il me dit, écoute, justement, j'ai du temps libre. Si tu veux, on démarre la session ensemble. Après, moi, je devrais repartir parce que je rattaque le boulot assez rapidement. Je lui dis, écoute, avec plaisir, rejoins-moi, frérot. On organise ça et au moins, voilà, je ne démarrerai pas cette session seul. Donc, je suis reparti dans mon scénario, arrivé, préparé tout ce que je devais faire en termes de vidéo pour que le film soit digeste et intéressant, que vous compreniez bien en fait les étapes quand il sortirait. Donc voilà, on prévoit la session avec Christophe. Entre temps, je tombe sur les cartes IGN, alors chose que je connaissais pas trop. En tout cas, je connaissais les cartes IGN, mais je ne savais pas vraiment les utiliser. Et je commence sur mon ordinateur à taper des sessions de repérage depuis l'ordi avec les vues satellites et les vues des années 1940 ou 1950, je crois que c'est ces dates-là. Quand le lac n'était pas encore mis en eau, les cartes sont en noir et blanc. Et en fait, on arrive avec le site à superposer les cartes récentes et les cartes anciennes. Et en mettant la carte récente par-dessus la carte ancienne et en baissant l'opacité, on arrive à avoir à travers qu'est-ce qu'il y a à tel endroit. Et ça, franchement, c'était super intéressant.
J'ai découvert pas mal où étaient les champs de vignes, où étaient certains chemins, où étaient les arbres et les souches qui sont encore présentes dans l'eau. Donc vraiment, ça m'a permis déjà d'appréhender un petit peu cette session. On s'est mis en fin de baie au niveau des ruines, je crois que c'est la baie d'Octon qu'elle s'appelle, je suis pas sûr à 100%. On s'est mis sur les ruines en face de l'île. Il y a une seule île sur le lac du Salagou, on était pile poil en face de cette île, au niveau de la mise à l'eau. Alors on s'était calé sur cette mise à l'eau, il faut savoir pourquoi. Parce que la saison du carnassier était fermée. Donc on risquait pas de voir des bateaux débarquer et profiter de la mise à l'eau pour pouvoir se lancer. Mais de toute façon, au cas où, on avait laissé de la place assez pour que les gens puissent venir mettre à l'eau et se retirer si besoin, même s'il y avait des gens qui venaient juste se promener sur le lac. C'est quelque chose qu'il faut éviter, mais là quand même on avait fait le nécessaire pour pouvoir le faire sans que ça soit gênant pour les autres utilisateurs. Donc on se cale devant cette île, on commence à pêcher. Christophe arrive le premier soir à la tombée de la nuit, donc il n'a pas vraiment le temps de préparer quoi que ce soit. Il décide de se coucher, de se lever tôt pour préparer tout le lendemain matin. Moi par contre, j'ai déposé mes montages un petit peu à l'arrache à l'aide de l'éco-sondeur. Alors à l'arrache oui et non, parce que j'avais les cartes hygiène, je regardais tout ça, j'essayais de regarder, j'avais pris la tablette avec moi sur le bateau, j'avais mon Humminbird sur le côté, mon éco-sondeur avec lequel j'appréciais les informations que j'avais vues sur la tablette. Et j'ai essayé de trouver un petit peu la pêche de cette façon. Donc la première nuit ça se passe comme ça, on se réveille, pas de poisson. Christophe commence à mettre en place sa pêche. Lui il décide de faire une pêche avec beaucoup de particules, énormément de farine, au niveau d'une série d'arbres immergés qui sont assez célèbres, hein, cette série d'arbres. Alors je ne sais pas si elle est très célèbre au niveau de la carpe, mais on voit beaucoup de pêcheurs au carnassier venir tenter leur chance autour de ces souches, enfin de ces arbres immergés. Et lui il fait la même chose niveau carpe en mettant un gros amorçage de particules très dense et assez massif quoi. Même je me rappelle lui avoir questionné, putain t'as pas peur quoi, à lui dire punaise t'as pas peur, les eaux sont quand même froides, et qui me dit t'inquiète, il me dit ça c'est juste un starter, je me rappelle mot pour mot, il me dit ça c'est juste le starter, c'est pour mettre de la vie sur mon poste et que le poisson débarque. Et bon, pour ceux qui connaissent Christophe, on sait que c'est un passionné très méticuleux, très réfléchi, très organisé, qui connaît son sujet. Donc je remets en aucun cas en doute son approche. C'était juste, c'est quelque chose que j'aurais pas tenté. Et j'ai pas l'expérience qu'a Christophe aussi, faut le reconnaître. Donc moi j'étais là observateur et je me suis dit ma foi si ça marche, ben ça sera peut-être à moi de m'adapter à sa façon de faire et à tenter la même chose de mon côté en fait. Parce qu'on était vraiment, lui il pêchait vraiment la gauche. Moi je pêchais dans l'axe de l'île, dans l'axe de la baie d'Octon, et lui il pêchait vers le large sur la gauche, à gauche des ruines et tout ça. Et en face des arbres immergés. Donc premier jour ça se passe comme ça. Le lendemain, bon ni lui ni moi ne faisons faire le lendemain. Le lendemain c'est quand il a mis en place cette stratégie. Ce jour-là, moi je décide de partir en plongée. Je me suis équipé, j'ai pris le matériel qui était nécessaire. L'eau était, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 7-8 degrés, mais j'ai une combinaison efficace qui permet de pratiquer ce type de plongée. Et donc, je me dirige vers les profondeurs. Et là, franchement, je trouve rapidement des informations très très précieuses qui m'ont sorti en fait de l'erreur immédiatement, quoi. C'est-à-dire que dès les premiers mètres, bon, déjà on a une grosse barrière végétale en bordure. Parce que c'est un lac, comme je vous ai dit, qui prend le soleil toute l'année. Donc les végétaux n'ont pas tendance à mourir l'hiver, ils se réduisent, ils sont moins denses, mais il reste quand même pas mal de végétaux. Et on a affaire à un herbier qui est très vivace, hein, qui est très invasif aussi. C'est l'élote du Canada. Ça s'appelle aussi la peste d'eau. Donc de par son nom, on comprend que c'est quelque chose qui tient la route, qui est solide, quoi. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est parfois difficile à pêcher parce que c'est très dense, trouver des trouées là-dedans c'est pas évident. Et puis c'est un herbier assez solide, donc quand la tresse des fois elle n'arrive pas à trancher ces herbiers-là. Donc c'est pas évident à aborder ce type d'endroit. Et donc du coup moi je pars dans l'eau, je commence à rentrer dans cette barrière végétale au bout de 4, 5, 6 mètres en bordure. Et dès les premiers mètres, j'observe les fonds, toutes les trouées, essayer de voir si je repère des couloirs
que les carpes emprunteraient? Est-ce que je repère des cratères dans la vase ou dans l'argile, parce que c'était plutôt argileux à cette zone-là, me permettant de me dire, bon, ben voilà, les carpes se sont alimentées là récemment. Et j'avance, je passe à travers les herbiers. Et quand j'arrive vers les profondeurs d'environ 4 mètres, 4 mètres 50, de 4 mètres 50 jusqu'à 6 mètres, je commence à trouver des petits trous. Alors c'est pas Bagdad, hein. J'en trouve une par-ci, une par-là, et je repère quelques, en fait, on va dire grouinage. Grouinage, c'est la fouille, hein. Le poisson absorbe son aliment, et bien souvent il absorbe avec son aliment la vase qu'il y a autour, et il recrache ce qu'il ne retiendra pas pour s'en alimenter. Et donc du coup je repère ce cratère, ce premier cratère, qui est récent. Alors il date pas de la veille, il date pas de la nuit dernière, mais en tout cas il est récent, comparé à tout ce que je vois aux autres, parce que tous les autres sont devenus duveteux. Alors duveteux, c'est l'expression qu'on emploie pour dire que, en fait, quand on est en plongée, qu'on voit les fonds, ou même quand vous voyez des cailloux en bordure, il y a une sorte de duvet qui se forme sur ces fonds-là, surtout sur les pierres, sur tout ce qui est solide. Il y en a aussi un peu sur la comment ça s'appelle, sur la vase, mais c'est moins marqué. Sur les fonds argileux, il y en a aussi. Et en fait, on arrive à se rendre compte quels sont les endroits où ce duvet n'est plus. Et s'il n'y est plus, c'est que récemment, il y a eu quelque chose qui l'a déplacé. Donc soit une bouche d'un poisson qui est venue, ou un poisson qui s'est frotté. Et là, en l'occurrence, c'était un cratère, donc il n'y avait pas de doute, vu le diamètre du cratère, qu'il y avait une carpe qui s'était alimentée sur cette zone il y a peu de temps. Et donc, ouais, vraiment, ça c'est le côté... c'est ma première réussite de 2019 grâce à la plongée. En hiver, franchement, j'en étais fier. Je trouve ces zones-là, je poste mes montages, alors donc du coup, je crois que je pêche qu'à 3 cannes cette journée-là. Il n'y a que dans les jours suivants où j'ai rajouté une 4e. Je pêche à 3 cannes et donc je pose tous mes montages dans ces secteurs-là. Alors pourquoi je dépose mes montages dans ces secteurs-là? C'est parce que j'ai plongé, j'ai continué à plonger et à partir de 7 mètres, il y a un mur, une cassure. Et là, ça tombe dans 10 mètres de profondeur. Vers 6 mètres de profondeur, entre 6 et 7 mètres, si mes souvenirs sont bons, il y a ce mur, une cassure. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas. C'est un mur en pierre fait à l'ancienne. Hein. C'est pas un mur colmaté avec du ciment, c'est un mur où les pierres sont empilées. Et à chaque pierre, je vois un bout de tresse, un bout de nylon. Ouais, c'est Bagdad. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dû se prendre ce mur pour une cassure, une paroi rocheuse, sans penser que c'était un mur, avec des pierres, avec des interstices. Et ils ont dû, tout simplement, moi le premier, j'aurais fait la même. Ils ont dû déposer leur montage au pied de cette cassure, de ce mur en fait. Et ce qui se passe, c'est que leur fil, quand le poisson part, entre les pierres, il y a des interstices, le fil il passe entre ces interstices, et forcément c'est la casse assurée ou le tankage. Et donc forcément il y avait des fils dans tous les sens, il devait y en avoir qui appartenaient à des pêcheurs au carnat, mais je pense qu'il y en avait beaucoup qui appartenaient à des carpistes. Et donc je regarde ça, je me dis, déjà il va falloir faire attention. Si je veux pêcher cet endroit-là, il va falloir que je surélève ma ligne, donc que je pêche très loin, pour que l'oblique de ma ligne descende loin et ne touche pas le mur, ou alors que j'utilise des subflottes. Subflotte, c'est une sorte de flotteur qui permet de surélever la ligne. On a ça chez l'entreprise Carpespot, où il y a peut-être d'autres marques qui le font. En tout cas, c'est une spécificité de chez Carpespot. Ou alors, on peut se le bricoler avec une bouteille, comme mon ami Nour a l'habitude de le faire. Et donc, on voit cette chose-là, et je vois cette chose-là, et je me dis, bon, je vais aller voir ce qu'il y a au pied de cette cassure, et je continue à plonger, et là, c'est vaseux, duveteux partout, et aucune trace. Il y a de vieilles traces de fouilles, mais rien de récent, donc je pars du principe que les poissons ne s'alimentent pas dans cette zone-là actuellement. Ils sont concentrés dans les herbiers, dans 4 mètres de profondeur, donc je mise tout là. Je mets mes 3 cannes dans ces zones-là, alors pas au même endroit, hein. J'en place une devant moi, une bien excentrée à droite, et une à l'ouest à gauche, mais vraiment à l'ouest, je suis parti à 300 mètres. Là encore, je m'explique, la pêche au carnat est fermée, donc je vais gêner personne à 300 mètres. Il n'y avait pas de carpistes qui pouvaient s'installer à cet endroit-là. Il n'y avait pas de pêcheurs au carnat qui allaient traverser un bateau et passer leur sur le chemin de la bannière ou sur mon spot. Donc il n'y avait pas de problème. Je me suis permis de pêcher à 300 mètres. J'ai un moteur efficace, j'ai un bateau efficace. Et j'avais mis une tête de ligne qui prenait bien cette chose-là en considération. Une 80 centièmes pour justement éviter toute casse. Malheureusement, ça ne s'est pas produit ainsi, mais je vais y venir après. Donc, il se passe, on installe tout comme ça. Le frérot vient me chercher parce que j'étais complètement épuisé après cette plongée. Le froid m'avait... Alors, j'avais pas vraiment froid, mais mon corps s'était refroidi et je sentais la fatigue prendre le dessus. Et c'est là que Christophe vient me chercher, me récupère. Je reviens sur la berge, je me réchauffe, on mange, la nuit tombe. Et la première nuit passe, la deuxième nuit passe.
Ce qui se passe, c'est que le matin, je me lève, je vois que Christophe au loin est en train de préparer ses mixtures. Moi, ça n'a pas bougé, j'ai rien fait. Donc je me réinstalle dans mon camion et mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons, je me mets à regarder Dragon Ball Z sur ma tablette dans mon camion, quoi. Je me cale ça. Et là, bip! Et premier poisson. Christophe arrive en courant, il attrape la GoPro, il filme, on monte en bateau, il y a du vent qui nous déporte, c'est un petit peu la galère. عندك Voilà, le coup de moteur qui va bien, frère. Le coup de moteur qui va bien. Tu as ton poisson du soleil. On a le fiche. Les communes typiques, les vrais missiles du Salag. Super heureux, j'ai déjà mon premier poisson de la session, donc déjà ça, c'est une affaire de régler. Et surtout, en fait, c'est le fait d'avoir fait ce poisson sur ce que j'avais remarqué en plongeant samedi. Entre les herbiers, quelques trouées où j'avais vu de la présence de traces de grouinage assez récentes. Donc on est parti du principe avec Christophe que le poisson devait venir s'alimenter dans ces profondeurs-là, entre 3 et 4 mètres. Puis hier, j'ai eu un ami à moi là, qui m'a dit qu'un collègue à lui avait eu du résultat, elle a failli s'échapper, avait eu du résultat pareil dans ces mêmes profondeurs il y a 2 semaines. Donc ça me réconforte. Je pensais changer de secteur, mais finalement je crois que je vais insister au moins 24-48 heures, attendre Khalid et on verra ce qu'on fait par la suite. En tout cas, premier poisson, ça fait super plaisir. On va la laisser repartir après avoir fait quelques photos. Et je fais ma première coco, ma première commune de l'année. C'est pas un poisson extrêmement gros, mais c'était un poisson qui faisait plaisir. C'était un poisson de grand lac, c'était un poisson que j'étais allé chercher de par ma stratégie de dépose et que j'avais capturé grâce à la plongée. Donc vraiment c'était un poisson mérité pour moi. Et ça a été, une grande satisfaction, une grande fierté que de capturer ma première carpe 2019 de cette façon. Et ensuite, là malheureusement on arrivait déjà à la fin de cette session. Christophe devait s'en aller, repartir pour bosser. Et c'est à ce moment-là que Khalid me rejoint le lendemain. Et Khalid prend la place de Christophe, il s'installe. Il se pose dans son camion, en étant un peu plus haut là sur le petit monticule, il se pose dans son camion, il place les cannes où Christophe les avait placées, enfin pas ses montages, hein. Il a pêché des endroits différents, il a juste essayé d'exploiter l'endroit que Christophe avait amorcé. Parce qu'on s'est dit, bon, son amorçage de particules n'a pas marché tant que Christophe était là, mais peut-être que les poissons vont rentrer un peu plus tard. Chris, il avait tapé une brème ou deux, il me semble. Donc on se disait peut-être qu'il va y avoir un peu d'activités alimentaires qui vont attirer les carpes. Et donc je conseille, et même Khalid avait pris cette décision de déposer au moins une canne dans cet endroit-là, et puis après de chercher sa pêche à lui sur les autres secteurs du lac. Et pareil, compliqué première nuit de son arrivée. Le lendemain matin, paf, départ. Et sur ma canne qui est posée à 300 mètres là-bas. Donc je prends le bateau, je me dépêche, je garde le contact. J'avance, mais 300 mètres c'est quand même long à parcourir. J'avance et j'arrive à l'aplomb et malheureusement le poisson est tanké. Le poisson est tanké pile poil sur mon spot. Ça veut dire que c'est pas à cause de la bannière, à cause de la distance que le poisson s'est tanké et que je suis pas arrivé assez vite sur lui. Non, c'est qu'en fait mon montage s'est tanké dès le début, j'ai l'impression. Je devais avoir quelque chose, une branche, quelque chose qui bloquait le montage. Et quand j'ai essayé de détanker le poisson, le bas de ligne a cassé. J'ai dû laisser 5 cm de bas de ligne dans la bouche du poisson. Et j'ai récupéré mon plomb, j'ai récupéré mon clip-plomb et le restant de mon bas de ligne. Donc c'était vraiment coincé
Alors s'il faut, même quand je suis arrivé sur le poisson n'était déjà plus là peut-être. C'était juste, ça s'était juste comment dire, ça s'était juste déclipsé de sa bouche, ça s'est accroché dans un obstacle, j'ai cassé moi en tirant dessus quoi. J'en sais rien. En tout cas voilà, première défaite parce qu'un poisson perdu avec un montage dans la bouche, pour moi c'est une défaite. Et c'est aussi tous les poissons qu'on perd pour nous c'est toujours les plus gros, donc on se dit qu'est-ce que c'était s'il faut c'était un sacré bœuf du Salagou quoi. Donc voilà. Deuxième jour, poisson perdu. Enfin, deuxième journée avec Khalid, poisson perdu. Moi, je suis déjà à 4-5 jours de pêche. Non, 4 jours de pêche. On est lundi ou mardi, je crois. Le début de semaine, je suis arrivé le vendredi. Et donc là, on décide soit de changer de secteur, soit de rester sur le même secteur et parce qu'on avait du mal en fait. On avait du mal à pêcher correctement à deux sur cette zone-là, en sachant que les profondeurs intéressantes c'était 4 mètres, mais on n'allait pas mettre en montage tous les 4 mètres. Même si on était éloignés l'un de l'autre, ça nous faisait pêcher toute la même berge, de la même façon. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que plutôt que de changer de secteur, alors qu'on a réussi à faire quelques poissons sur cette zone-là, c'est de se mettre sur l'île, traverser, faire une centaine de mètres, aller se poser sur l'île et pouvoir pêcher à 360 degrés sans organiser une pression de pêche trop importante, puisque les cannes, même si on pêchait là cette fois-ci à 4 cannes chacun, chaque canne était dans un axe, comme une pendule en fait. Bon ben ça va, là déjà on a de la place. J'ai essayé de tenter de planter les pics partout, ça plante partout. Donc on va pouvoir, je pense, pêcher 2 cannes là, 2 cannes de ce secteur là où il y a le bateau. On peut mettre 2 cannes où il y a mon bateau là-bas et 2 cannes ici. Ce qui ferait 8 cannes bien réparties sur toute la zone. Ça évite de faire de la pression de pêche au même endroit. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Pêcher à 360 degrés, c'est vraiment le top. Le seul souci qu'il va y avoir, c'est que si on fait un poisson sur les 2 cannes d'ici ou les 2 cannes de là, il faut que l'autre obligatoirement vienne nous chercher un bateau, quoi. Donc il ne va pas falloir faire les fous quand on va placer les cannes là-bas. Il ne faut pas qu'on les mette à proximité d'obstacles parce que ça va mettre du temps entre la dépose et la récupération du bateau, entre le ferrage et la récupération du bateau. Donc voilà, on est arrivé sur notre île. Ouais, on a un petit voyage supplémentaire à faire pour récupérer le matériel qui manque. J'ai laissé le panneau solaire sur la berge. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a personne qui tourne autour des camions. Et voilà, ben c'est parti. C'est parti pour la deuxième partie de cette aventure. Finalement, on est resté sur le même secteur. Il y a eu une touche ce matin. Donc on espère que le poisson va encore répondre présent pour les quelques jours qui nous restent. Et on mettait qu'une seule canne par secteur. Comme ça, au moins, la pression de pêche était limitée. Même si autour de l'île, avec les bannières qui passent dans l'eau, il y avait de la pression de pêche, en tout cas, sur nos spots, il y en avait le moins possible. Il n'y avait qu'un montage à 100 mètres à droite, à 100 mètres à gauche, même plus. Donc, on pêche comme ça. Moi, je cherche des nouveaux spots. Je tente quelques petits trucs dans des profondeurs différentes de ce que j'avais repéré en plongée. Et je remets un montage dans le spot qui avait produit le premier poisson. Et la casse, bien sûr. Là où j'ai cassé, je remets un montage parce que je suis plus proche en étant sur l'île. Et première nuit, rien ne se passe lors de notre installation. Par contre, deuxième night, pour moi, je sors du bivy, grosse brume. Alors Khalid, il était là pour filmer. Donc Khalid, il se lève un peu la tête dans le couscous, comme on dit nous. C'est une expression qu'on a entre moi et Khalid. Ça veut dire qu'on est éclaté. Il avait la tête dans le couscous, du coup, il sort son ronin, il essaye de le régler. Et moi, comme un idiot, parce que j'étais fatigué, que je voulais pas l'attendre, que je voulais pas rater le poisson, je lui dis laisse tomber, reste dans ton bivy, il y a trop de brume, tu vas rien voir. Mais alors qu'en fait, il serait monté sous le bateau, on aurait pu filmer un joli combat. Donc j'essaye de filmer ça avec la GoPro, avec ma frontale. Hop là. Je sens il y a quelque chose. Ah, le poisson il est amorphe. Il est dessous. Ça y est, j'ai récupéré. On va voir pour. Oh là là. Une belle commune. Hop là. Une jolie commune. Ah. Voilà. Allez, on va faire son maximum pour la faire rentrer dans l'épuisette. Et surtout ne pas la perdre. Bon mais voilà, le plan. Le caillou s'est bien décroché correctement.
c'est le même spot où j'ai fait mon premier poisson. Hop là. Elle est géniale. Elle est là. Ça fait super plaisir, hein. Ça fait super plaisir. Après 7 jours assez difficiles, la casse d'avant-hier. Et là, ce matin, là, ce poisson dans la brume. Ah, heureusement que j'avais le GPS, sinon je retrouvais pas le poste. J'aurais tourné pendant des heures jusqu'au lever du jour. Et si la brume était restée au lever du jour, ça aurait été la même galère. Ah, un super poisson, vraiment une commune de l'espace. Elle n'est pas monstrueuse, mais on passe autant de temps à remettre en question sa pêche. On est heureux quand ça tombe. Ouais, le caillou est bien parti au départ. Malgré ça, elle s'était accrochée à quelques herbiers. Et finalement, elle est sortie des herbes. Elle est sortie des herbes. Et maintenant, la voilà. Posée devant nous. Un dos massif. Une belle commune comme je les aime. Je vais essayer de la décrocher directement ici. Elle est super bien piquée. Une bouche en excellent état. Ah, il y a encore des poissons malgré la pression de pêche. Il y a encore des trucs à faire au salarié. Je suis en train de te filmer, frère. De lever. Ah ben vas-y. Alors, attention parce que le filet est troué par endroit. Faudrait pas qu'elle s'échappe à travers. On va essayer de la décrocher là. Pas empirer sa blessure en la sortant de l'eau. Voilà le montage. Un hameçon fort de fer, un pré-piquage en 10 grammes, une terminaison à 50 centièmes, une base en nylon en 80 centièmes slivée des deux côtés et un petit montage en bonhomme de neige avec du fil dentaire sur un émerillon qui s'actionne assez facilement sur l'hameçon. Voilà le montage qui m'aurait permis hier certainement de ne pas casser sur l'ancien départ. Si j'avais pêché à l'élastique, je m'en serais certainement mieux sorti. Allez. Et peut-être que le poisson faisait le double de celui-ci. On peut jamais savoir, c'est ça le malheur quand on fait une casse. C'est qu'on sait pas qu'est-ce qu'on a pu bien perdre, quoi. C'est ça le problème. Donc, mon choix est vite fait. Sac flottant. Pour les quelques heures où elle va devoir patienter avant la séance photo. Et sur mon spot, le premier que j'avais repéré en plongée, je fais un deuxième poisson. Et là, une commune de 16 kg. Donc deuxième poisson de l'année, très beau poisson, 16 kg, c'est pas rien. Franchement, c'était très satisfaisant. Et c'était très valorisant pour moi en tant que pêcheur d'avoir fait ces poissons sur ces spots-là que j'avais repérés. Pas parce qu'un tel m'a dit tel point GPS ou quoi. Non, vraiment parce que mes yeux ont vu. Et mon analyse a fait que j'ai déterminé que c'était la meilleure zone à exploiter. Et ça, franchement, c'était une grande satisfaction. C'est pour ça que la plongée, c'est devenu pour moi quelque chose de très important que j'essaye de mettre en place du mieux que je peux partout où je vais. Alors, peut-être pas ici. Là, je suis encore je suis sur l'Èbre, peut-être pas ici. Ici, plonger, j'ai pas voulu le faire parce que il fait froid. il fait aussi froid qu'au Salagou l'an dernier. Mais les eaux sont moins translucides. Je pense que la prochaine session, je prendrai l'équipement et on verra ce que je décide de faire. Mais du coup, cette session, elle a été très valorisante. Après, le restant du séjour, on n'a pas fait de poisson. Khalid n'a pas fait de poisson non plus, moi non plus. Donc, on s'est arrêté sur ces deux poissons. Et pour moi, c'était quand même si on a passé du temps au bord de l'eau, c'était une pêche d'hiver sur un grand lac. Donc, pour moi, c'était
une pêche réussie et j'en garde un très bon souvenir. Alors ce qui se passe, suite à cette aventure sur le Salagou, je rentre chez moi, je reprends mes activités professionnelles pendant quelques jours. Je crois que je fais quelques pêches par-ci par-là, toujours pas de résultats, c'est toujours assez compliqué. Mais il faut savoir que cette session au Salagou, c'était mi-février et que première semaine de mars, je devais repartir sur une session aussi en Grand Lac, mais cette fois-ci accompagné des caméramans de Zone 300. Alors Zone 300, c'est un genre de Netflix que de la chasse et de la pêche, auquel on peut s'abonner sur internet. C'est une plateforme VOD, vidéo, et on peut regarder des films de chasse, de pêche. Et donc ce site-là me propose, grâce à mon ami Guillaume Arnaud, parce que en fait, cette plateforme-là, les patrons, enfin les gérants de cette plateforme-là sont situés à Perpignan. Notre ami Guillaume Arnaud est aussi de Perpignan. Et quand il a été en contact avec eux, ils lui ont demandé s'il connaissait des pêcheurs. Et c'est là qu'il a sorti mon nom, qu'il a proposé mon nom à ce groupe-là. Ils ont regardé un petit peu mon profil. Ils ont voulu qu'on fasse un premier film ensemble. Donc ça a été ma première collaboration avec Zone 300. Et je vois que les mecs ils sont chauds parce que c'est des chasseurs déjà à la base. C'est pas trop des pêcheurs les gérants de Zone 300. Et ils me disent non, t'inquiète pas, t'as affaire à un gars qui est solide, il va t'accompagner. Je dis ok. Je dis écoutez, moi j'ai un lac qui me tient beaucoup à cœur. J'ai jamais fait de poisson, mais au moins même si on se rate, ça sera une aventure à partager pour le public de pêcheurs, qui forcément trouvera un intérêt chez certains individus, quoi. Et donc je leur parle d'un lac qui est mon lac de cœur, même si j'ai jamais fait le moins de poissons sur ce lac, je vous l'avoue, il m'a toujours été très difficile de capturer un fiche là-dessus. J'ai jamais eu de résultat. Je l'ai pêché à 3 reprises sur 3 années. Je suis amoureux de ce lac, mais il est un petit peu loin, j'ai pas trop le temps d'y aller. Il y a des saisons où c'est difficile d'y pêcher parce qu'il y a beaucoup de navigation. Donc vraiment, les meilleures saisons, c'est l'hiver, mais pour y pêcher, pour être tranquille. Mais pour faire le poisson, c'est pas forcément les meilleures saisons. Même s'il y en a qui ont de très bons résultats en ces périodes-là. Je pense notamment aux locaux qui connaissent très bien ce lieu-là. Alors je vais pas le citer, mais c'est un des géants de l'ouest de la France. Donc je décide de partir là-bas. Je leur dis que le plan c'est comme ça, qu'on est dans une zone assez wild, assez sauvage, donc que le gars soit équipé pour pouvoir affronter tout ça avec moi, parce qu'il n'a pas trop l'habitude de camper et tout. Et finalement, en regardant la météo, plus les jours passent, plus je me dis, je suis en train de me rater. Je suis en train de me rater. J'en parle à Chris, pareil, Christophe Saint-Jean, j'en parle à mon pote Chris, et il me dit, t'es un fou. Il me dit, t'as un film à tourner, tu te mets sur un défi comme ça, il me dit tu vas rentrer avec des belles images, mais c'est pas dit que tu rentres avec du poisson, surtout en cette période, et surtout vu la météo qu'il y a actuellement. Et j'avais déjà le doute, et lui il m'a rappuyé, il m'a rappuyé sur le bouton gamberge, et je décide de regarder une autre option, qui n'est pas dans la même zone géographique, qui est au sud aussi, et je vois que la météo est totalement différente. On a des températures aux alentours de 18 degrés en journée. Ça fait un petit moment qu'il fait bon. Il n'y a pas de nuit très très froide. Il y a un vent constant mais qui n'est pas froid non plus. C'est pas un vent du nord. Donc je regarde ce lieu-là et je me dis franchement ouais, c'est à faire. Surtout que je l'ai pêché à plusieurs reprises. J'avais fait qu'une carpe sur ce lieu-là depuis que je l'avais pêché. Je l'ai pêché 2-3 fois. Et la seule carpe que j'avais fait, pour l'anecdote, ma carte SD avait perdu les photos, donc pour quelqu'un qui est amoureux des photos comme moi, des belles photos, j'étais un peu blasé de ne pas avoir ce poisson dans mon album, et parce que c'était aussi un poisson de grand lac, donc c'était intéressant pour moi. On va sur un lieu qui fait environ entre 400 et 500 hectares quand il est plein, mais comme il est sujet à de grandes variations d'eau à cause du barrage, il y a des périodes où il doit faire qu'une centaine d'hectares, surtout en fin d'année. Mais bon, moi j'arrivais à une période mitigée entre les deux, où il devait être à moitié de son niveau. Et je décide donc avec les gars de Zone 300 de partir sur ce lac. On prend rendez-vous, on se rejoint là-bas, je rencontre Kevin qui est le caméraman de l'équipe.
Et ouais, c'est les débuts, on se connaît pas trop, donc moi je suis vraiment dans ma technique, dans présenter ma pêche, lui expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'il connaît pas du tout la pêche à la carpe. Donc je lui explique un petit peu tout ce qui risque de se passer, sur quoi il va devoir être réactif, comment ça se passe la session d'un pêcheur à la carpe pendant plusieurs jours au bord de l'eau. C'est un mélange entre camping. En fait, je lui explique, je lui fais rentrer dans mon monde en fait. Je le fais rentrer dans mon monde et le mec il est à 300%, il est là avec moi, il est chaud. Franchement, il me fait plaisir, il me fait plaisir. Donc on s'installe, première nuit ça se passe, on s'installe, première nuit c'est cool. Et milieu de l'après-midi, gros run sur une de mes cannes. Ce que j'ai fait en arrivant sur ce lac, j'ai choisi mes spots à l'aide de mon éco-sondeur. Je venais de recevoir un éco-sondeur très performant, c'est le Solix 10 de chez Humminbird, parce que je travaille avec l'entreprise Navicom. Donc ils nous renouvellent le matériel chaque année, et cette année j'avais la possibilité d'exploiter le Solix 10. C'est un méga side imaging, c'est un truc de fou. On voit vraiment les fonds, même les fouilles on est capable de les voir à certains moments. Dans la vase, on voit vraiment les cratères dans la vase. Donc du coup, bon, je suis encore un novice avec le produit, mais j'essaye quand même de l'exploiter un maximum. Et je trouve 2-3 zones intéressantes sur la berge d'en face. 2-3 zones intéressantes dans des sortes de petites baies rocheuses. Je pars du principe que les rochers emmagasinent de la chaleur avec le soleil la journée et que les vagues qui viennent frapper contre les rochers et redescendent récupèrent cette chaleur et peut-être augmentent d'un demi-degré ou d'un petit degré la zone de ces petites baies-là, vu qu'elles sont on va dire, elles sont frappées par le vent, mais les eaux stagnent, elles ne repartent pas, elles ne suivent pas un courant, elles restent sur ce secteur-là, sur le secteur de la baie. Je me dis que peut-être ce facteur climatique, le soleil qui tape sur les rochers, l'eau qui frappe dessus et tout ça, peut-être garder les poissons sur la zone, peut-être donner un spot plus intéressant que les autres. On avait fait cette analyse, on avait parlé de cette analyse lors de la session au Salagou avec Chris. Qui me confirmait d'ailleurs cette façon que l'eau a de réagir sur les parois rocheuses, notamment quand elles sont exposées longtemps au soleil. Et donc du coup j'essaye de réappliquer ça. Je sais que de toute façon tout ce qui est la pierre, tout ce qui est pierre, c'est une forme de... C'est pas un isolant, mais ça retient, ça emmagasine de la chaleur. Et donc je me dis, bon, mais je vais miser sur ça. Donc je mise sur une première baie dans 3-4 mètres de profondeur, 3 mètres de profondeur. Sur un substrat très rocheux, je pose mes premières billes, une dizaine ou une vingtaine de billes Trigger Ice. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise qu'une seule gamme de billes. Donc j'ai pêché à la Trigger Ice 100% toute l'année 2019, à part à quelques exceptions près. Mais en général, toutes mes sessions se font à la Trigger Ice et peut-être sur une ou deux cannes, je teste autre chose. Mais du coup, je pose une dizaine de billes autour de mon montage, dans ces 3 mètres de profondeur. Je ramène la canne. La deuxième canne, je la place aux abords d'une falaise qui continue dans l'eau, un peu plus profonde, ça tombe dans les 5-6 mètres. Et après, je place une troisième canne en pleine eau, dans le lit de la rivière. Et le lendemain, milieu d'après-midi, gros run. Kevin embarque avec moi sur le bateau, pourtant il n'a pas l'habitude le mec, mais il embarque avec moi sur le bateau. On part au combat, en plus le vent s'est levé, il y a quand même des belles vagues. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Je crois que j'avais même pas le gilet de sauvetage. J'étais parti vraiment en précipitation sur ce poisson, tellement j'y croyais sans y croire. C'est l'hiver, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Et c'est à partir du premier poisson qu'on se dit, bon ben ça y est, elle mange, on va continuer d'insister. Mais au début, on ne sait pas trop quand on arrive sur un grand lac. Si on n'a pas vu le poisson à la surface, quelque part de précis, ou si on n'a pas des infos comme quoi un tel a fait du poisson la veille, on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc du coup, premier poisson, je suis déter. Et je me rappelle juste que tout le trajet, je me disais, j'espère c'est pas un silure. J'espère c'est pas un silure. Et j'avais le doute, et je sentais quelques coups des fois, je me disais, ah punaise, ça ressemble à un silure. Et je savais pas, parce qu'il y avait quand même pas mal de distance entre moi et le montage. Et le vent nous pousse, mais là on se rend pas compte que le vent est assez puissant, parce qu'il est dans le dos. Donc il nous pousse jusqu'au poisson, tout va bien, et arrivé au-dessus du poisson. Alors déjà, on avait affaire à une combattante, mais une combattante, comme je crois que c'est la seule qui m'a mis le feu comme ça de toute la nuit.
le combat perdure. Et Kevin, je me rappelle, j'engueule Kevin quand il est sur le bateau. Je lui disais, mais arrête, tu me stresses et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il se mettait debout pour filmer, pour avoir des belles scènes du combat. Mais moi, j'avais peur qu'il tombe à l'eau. Je me dis, comment je fais si j'ai le mec qui tombe à l'eau? Bon, je vais vous avouer, j'avais peur qu'il tombe à l'eau. Mais pas vraiment pour lui. Parce que s'il tombe à l'eau, je ne peux plus m'occuper du poisson, je suis obligé de m'occuper du bonhomme. Et je ne voulais pas perdre ce poisson. Donc du coup, je l'engueule, lui il est un peu choqué parce qu'il ne me connaît pas en fait. Et moi je lui dis, oh t'es en train de me stresser, vas-y assis-toi. Mais il n'a rien dit, il a été cool. Bon, maintenant on se connaît bien, on est des potes. À cette époque-là, on venait de se rencontrer. Et le combat, il me met la misère, le poisson me met la misère, le vent me pousse vers les rochers, je mets le moteur plein feu pour essayer de repartir, mais j'avance mètre par mètre. Il suffit que je lâche le moteur pour poursuivre le combat et tenter de la rentrer dans l'épuisette, le bateau part en trave et le vent nous repousse. Bref, un combat titanesque, je finis par la rentrer dans l'épuisette, je suis essoufflé, j'en peux plus, et je vois que j'ai déjà affaire à un beau poisson. Mais j'ai pas le temps de regarder. Donc ce que je fais, c'est que j'enroule le poisson dans l'épuisette, je le laisse dans l'eau et plein feu avec le moteur, j'essaye de longer le vent et d'arriver sur la berge le plus rapidement possible. Parce que je me suis dit, j'ai perdu la notion du temps pendant le combat et je me suis dit peut-être que j'ai insisté beaucoup sur le moteur. Et la batterie, peut-être qu'elle est plus à son maximum. Et j'ai qu'une batterie dans le bateau, j'ai fait l'idiotie de ne pas en mettre une deuxième. Comment ça se passe si avec le vent, j'arrive pas à revenir? Et donc du coup, on traverse, on arrive à passer. Je me mets en waders, je ramène le bateau parce qu'on arrive, on trace tout droit. Pour revenir, on devait partir en diagonale, mais ça représentait le double de trajet que de rentrer tout droit. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est rentrer tout droit et après de tirer le poisson et le bateau jusqu'à notre poste. C'est ce qu'on a fait. Et là, on a commencé la séance photo. J'ai cherché le peson, mais je ne l'avais pas trouvé. Je pensais que je l'avais oublié. Donc j'estime ce poisson, je pense, en 16-17. Ouais, ça a été un truc vraiment... Ouais, c'était un truc vivant, c'était un truc intéressant. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées au cours de cette session. Et si le projet sort, il devait sortir pour une série sur Zone 300 qui sera spécialement fait pour les abonnés. Je ne sais pas si elle finira sur YouTube. Mais en tout cas, cette série devrait sortir au cours de l'année. Et bien, elle exposera clairement cette pêche que j'ai vécue. Donc il y a ce premier poisson au bout de 2 jours. Je crois que le surlendemain, je fais encore une touche, un gros départ. Là, c'est ma canne qui est dans les falaises. Là, par contre, je me tape le combat dans l'eau en waders depuis le bord parce qu'il y a trop de vent. Je ne prends pas le risque de prendre le bateau. Et là, je ramène une commune de 22 kg parce qu'entre temps, j'ai retrouvé le peson. Et là, ouais, grosse commune de 22 kg, début d'année, grand lac. Ouais, ça met en confiance. Ça met en confiance, on est chaud, on se dit on n'est pas venu pour rien. En plus je suis sur mon premier tournage, ouais, le film il va être intéressant. Et ah ouais, ça m'a mis le feu. Et après le restant de la session, on avait une semaine à passer, donc là tout ça se fait en 2-3 jours, hein. Et puis il reste 4 jours de session. Les 2 jours qui suivent, mais plus une carpe, plus rien. Malgré mes tentatives, plus rien, sauf des silures. J'arrête pas d'enchaîner les silures, ça commence à être gavant. Donc on décide d'aller de bouger, de partir sur le lac de l'Araou, faire quelques heures de route, escaler sur ce lac-là parce que déjà c'est un lac mythique, c'est un grand lac. Je voulais le voir, je ne l'avais jamais vu. J'avais quelques échos que c'est une pêche facile, fastoche, que les poissons n'ont plus de bouche. Ça m'emballait pas trop, mais il n'y avait que ça qui était proche. Et le caméraman habitait la ville d'à côté, donc c'était plus simple pour lui de finir la session là-bas. Donc je décide d'y aller, je me dis après tout, ça sera l'occasion de découvrir le lac. Et on en parle à Guillaume Arnaud, mon pote justement qui m'a présenté à Zone 300, qui habite là-bas. Et on lui propose de venir passer le restant de la session avec nous. Et dès le lendemain, après notre arrivée, il me rejoindra. Et je vous laisserai découvrir tout ça dans le film qui sortira prochainement sur Zone 300, j'espère au cours de l'année 2020. Donc c'est notre premier tournage. Arrivé à l'Araou, je fais un petit poisson et le collègue il en fait aussi. Non, ça a été un début de saison pour moi qui était valorisant. Alors j'avais pas fait au taquet de poisson, mais le peu de poisson que j'avais fait, comme dit mon ami Olivier Ganzadji, la valeur d'un poisson se mesure des eaux dont il provient. Un peu comme ça se dit à peu près. C'est peut-être mieux écrit quand il le dit lui,
mieux, mieux formulé. Mais ouais, c'est ça, l'appréciation d'un poisson, pour ma part en tout cas, dépend vraiment des eaux dont il provient. Il y a des poissons que j'ai eu fait des poissons qui dépassent. Enfin, j'ai eu fait un poisson qui dépassait 30 kg, qui m'a pas octroyé le même bonheur que un poisson de moins de 20 kg que j'avais fait en grand lac, quoi. Tout simplement parce que c'était pas le même type de fiche, c'était pas le même type de difficulté, c'était pas le même type de destination.